J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cette émission de l'Index MPCM, M. Pierre-Hubert Fornereau. Mais à titre liminaire, j'aimerais dédicacer cette émission à toutes les personnes sur lesquelles l'Index, à travers la série Patatras, que je vous suggère d'aller lire à l'Index, il y a quelques 300 épisodes aujourd'hui, eh bien c'est l'une de ces familles qui a fait l'objet de mesures un peu spéciales, nous en parlerons tout à l'heure, d'enlèvement d'enfants ou bien de mesures, disons, extraordinairement incroyables, j'ai envie de le dire. Nous avons appris il y a quelques jours que Mme Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale chargée à un moment donné du département de justice et police, eh bien, avait dû démissionner et on avait mis à son crédit ce moment où elle avait, pour la Suisse, pour le Conseil fédéral, elle s'était excusée auprès de tous les parents et de tous les enfants qui avaient été enlevés de manière illégale ou maltraités avant 1981. Ce qui a été mis en exergue dans la série des Patatras, c'est que ces, entre guillemets, enlèvements d'enfants pour une durée plus ou moins grande, ponctuelle, courte, longue, eh bien, existent encore et que ces mesures arbitraires, iniques, injustes, sont également le fait aujourd'hui d'autorités valaisannes, suisses, européennes. Et nous allons probablement en parler. Et si j'ai fait venir aujourd'hui Monsieur Pierre-Hubert Fornereau, c'est que il représente, on peut dire, l'un des cas les plus incroyables auxquels la série des Patatras a dû faire face et que nous allons aborder. J'aimerais dire à titre préalable, parce que pour moi ça a joué un rôle dans toutes les décisions qui ont été prises, que M. Pierre-Hubert Fornereau est hémiplégique néonatal droit de naissance, il est handicapé donc de naissance, et sa femme a également le même handicap que lui. Pourtant, ces deux personnes qui s'entendent bien, on n'est pas dans le champ des mesures protectrices de l'union conjugale qui inclut par exemple des séparations d'époux, donc c'est un couple uni. Ce couple uni a eu 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Et le 21 décembre de l'année 2018, soit quelques jours avant Noël, voici que 3 de ces enfants, alors que tous sont mineurs, je le dis là, il faut bien entendre ça, que tous les enfants sont mineurs. 3 des enfants, les 3 derniers, âgés de 11 ans, 10 ans et 7 ans à l'époque, c'était le 21 décembre 2018, quelques jours avant Noël, ont été purement et simplement enlevés avec l'aide de la police à la suite de mesures prises par l'autorité de protection des enfants et de l'adulte du Val d'Airain. Alors, la première question, naturellement, que je vais poser à M. Fornereau, c'est: que s'est-il passé pour que ces enfants soient mis prétendument sous protection de l'autorité et confiés à un foyer à quelques jours avant Noël? Alors, je pense qu'il faut quand même le dire, il y a eu plusieurs rapports, donc de la commune des Rémences, de l'école des Rémences. Je dirais que c'est quand même ces rapports-là qui ont certainement le plus pesé. Et donc, parce que je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe, le chef de l'OPE a décidé, même si nommément, c'est la PEA qui prend la décision, mais a décidé qu'il convenait de placer ses enfants. À mon avis, je pense qu'il est utile de préciser à ce niveau qu'il savait qu'il y avait des doutes à avoir concernant les rapports scolaires, puisqu'il y a des accusations qui sont encore pendantes concernant le comportement de l'école envers nos enfants. Mais il a décidé, il l'a mis par écrit, que les rapports scolaires justifiaient le placement. C'est une des choses que le chef de l'OPE actuel, c'est celui de l'époque, mais c'est encore le chef actuel, a écrit cela à la PEA. Quel est le rapport de vos enfants avec l'école? Alors, je dirais qu'il était épouvantable, mais en même temps, pour nous préserver, parce que j'ai découvert des choses petit à petit, pour nous préserver, ils nous ont caché une partie de la vérité, pas du tout pour nous mentir, mais effectivement, je pense que les enfants étaient peut-être traumatisés, et on sait que par exemple, il y a beaucoup d'enfants, alors même quand ce n'est pas par l'école elle-même, quand ce n'est pas par l'institution, mais on sait qu'un enfant qui est bouc émissaire, y compris des autres enfants, ne parlera pas forcément à ses parents de cela. Est-ce qu'il y a eu une violence scolaire envers les enfants?
Alors absolument, à plusieurs reprises, hein, à titre d'exemple, donc coups, quand même des coups assez violents, hein, donc on parle d'un œil au beurre noir pendant 1 mois hein, quand même, on parle d'être sauvé. Pour que le spectateur, l'auditeur comprenne bien, les yeux au beurre noir, ça ne vient pas du côté familial, ça vient du côté scolaire. Hein, absolument, et non seulement, d'ailleurs, comme on en a eu, c'est évident, d'autant plus que je dirais que si bien entendu, on avait même été simplement accusé de cela, je pense que la PEA s'en serait repue, hein, c'est-à-dire que ça aurait été bien sûr mentionné dans la décision, mais ce n'est pas le cas. Et cela d'autant plus que ça serait quand même difficilement contestable, puisque ça a quand même été fait devant une vingtaine d'autres élèves, et que donc ça serait difficile de prétendre qu'après coup, que c'est les parents qui ont porté ce coup. Et puis il n'y a pas eu qu'une seule fois, on parle aussi d'enfants qui ont été soulevés du sol hein, par le coup, par l'institutrice, enfin, des choses quand même qui paraissent assez ahurissantes au XXIe siècle. D'accord, mais est-ce que vous pensez que le fait que vous étiez en quelque sorte étranger au milieu communal a créé cette décision? Alors absolument, moi j'ai même des indices dans ce sens. Par exemple, l'inspecteur scolaire qui avait été délégué parce qu'il y avait quand même des problèmes et donc on avait quand même saisi l'inspectorat, a constaté qu'une des choses qui avait pu être dite dans la cour de récréation, alors là par les autres élèves, hein, c'est on peut casser du fourneau. Mais je pense que c'est très grave, mais que ça veut aussi dire, à mon avis, que quelque part, ils avaient l'impression, ces enfants, qu'il y avait une sorte de blanc-seing, il y avait une sorte d'autorisation scolaire, hein, si j'ose dire, de l'institution, pour éventuellement même aller leur faire du mal. Et je précise d'ailleurs que c'est resté dans des mesures assez limitées, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils aient été fondamentalement très maltraités par leurs camarades. Voilà. Donc normalement, lorsqu'on prévoit des mesures d'enlèvement ou de mise des enfants en placement d'accueil, c'est parce qu'il y a une carence parentale d'une façon ou d'une autre. Est-ce que il y a des aspects de ce type-là qui ont provoqué cette décision? Alors je dirais que, pour ma part évidemment non, mais je vais quand même commenter pour moi un aspect de l'autorité de recours, hein, je parle là du tribunal cantonal, et je vais citer le président Emonet, et à mon avis c'est très significatif ce qu'il a écrit. Il a écrit que, in fine, le placement était disproportionné, mais que ça avait été rendu nécessaire parce qu'on aurait refusé des mesures moindres. Et quel type de mesures moindres? Et justement, c'est là que c'est très intéressant. Moi, je dis qu'évidemment, il n'y en a pas eu. On ne nous a jamais proposé des mesures qui auraient évité ce placement. Mais, évidemment, et là aussi, je le dis très clairement, c'est essentiel, puisque s'il y avait eu ces mesures moindres, donc il n'y aurait pas eu placement. Et là, je trouve que c'est très significatif également. Le président Emonet ne précise absolument pas quelles mesures. Or, j'estime que quand on parle d'un placement, là, évidemment, il y avait un devoir de motiver la décision pour dire, bah, écoutez, voilà ce qu'aurait pu faire les Fordreau pour éviter ce placement. Au passage, je note même que on aurait dû presque nous faire du chantage à ce moment-là, c'est-à-dire, écoutez, si vous refusez telle mesure, eh bien, ça sera le placement. Évidemment. Ce qui paraît incroyable déjà à ce stade de notre discussion, c'est que comment se fait-il que vous avez 5 enfants mineurs et qu'on décide d'en placer que 3? Parce que si les enfants sont en danger, c'est tous les enfants qui sont en danger. Alors absolument, là, je pense que c'est aussi un indice, hein, clairement qu'il y a quelque chose qui a dérapé dans ces décisions, et je le traduis comme ça, c'est-à-dire que seuls les 3 derniers étaient à l'école d'Hérémence où il y avait de vraies maltraitances. Je précise que mes 2 aînés, qui étaient au cycle, donc à Euseigne, ne souffraient pas de maltraitance scolaire. Donc je pense que c'est dans cette direction qu'il faut chercher la raison. Et évidemment, ils ont trouvé une échappatoire, hein, c'est-à-dire quand même que le tribunal a quand même écrit quelque chose à ce sujet, mais pour moi, on voit très bien que c'est quand même phagocyté, que ce n'est pas quelque chose qui peut être vraiment d'une très grande importance. Ils ont dit, oui, les 2 aînés sont plus autonomes. On peut l'espérer d'enfants plus âgés, évidemment, qui gagnent en autonomie, ce qui me paraît quand même assez normal, mais en même temps, je pense qu'effectivement, pour moi, c'est clairement qu'une excuse. Et puis alors, comme j'ai une connaissance assez approfondie du dossier, j'ai vu qu'à un moment donné, on avait dit que ces enfants sont mal nourris. Alors, peut-être expliquer ce qui s'est passé au niveau de la nourriture, parce que je pense que là, on voit quelque chose du fonctionnement des autorités. Tout à fait. Alors, je dirais que, là encore, à mon sens,
on a une démonstration. C'est-à-dire quand même, c'est vrai qu'il y a eu une telle accusation provenant de l'école. Donc alors là, pour que tout le monde comprenne bien, on dit les enfants sont mal nourris, donc c'est normal, on va les placer en foyer d'accueil s'ils sont mal nourris. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, donc, il y a eu, à ce moment-là, donc on était quand même déjà sous enquête de l'OPE, hein, évidemment, avant quand même le placement, ça faut le reconnaître hein, quand même, et donc l'intervenant de l'OPE me dit, écoutez, demandez un certificat médical à votre pédiatre. Alors, je vous cache, notre pédiatre n'était pas très chaude pour faire ce certificat et je sais très bien que ce n'était pas parce qu'elle avait le moindre doute, hein, mais c'est parce qu'elle n'avait pas envie d'entrer dans cet engrenage-là. Mais du coup, bah, écoutez, je lui dis, écoutez, on a vraiment des soucis, alors elle le fait, il n'y a pas de souci, voilà, donc au niveau médical, et on comprend très bien que ça s'applique également à leur stature, etc. Donc, ok, très bien, donc je donne ça, c'est enregistré par l'intervenant de l'OPE, et donc quelques temps, là encore, donc le jour du placement, les 3 enfants cadets donc, sont envoyés à l'hôpital d'Aigle, hein, qui a fermé depuis, mais enfin qui était un hôpital pour enfants. Ils sont envoyés à l'hôpital d'Aigle, où ils étaient d'ailleurs nés, au passage, c'est amusant, enfin voilà, c'est comme ça, ils étaient nés là-bas. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils attestent, alors qu'ils sont mis là-bas par l'OPE, hein. L'hôpital d'Aigle atteste exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il précise même rapport staturo-pondéral normal. Donc ça va encore plus loin, et là il faut bien le dire, ça va même plus loin que ce qu'avait dit la pédiatre, puisque là il précise qu'il n'y a aucun souci, et qu'ils sont, même puisque le rapport le précise, ils sont en bonne santé. Donc ces documents-là sont remis à l'autorité de protection. Donc, avec l'histoire que vous contez là, on se dit qu'une mesure aussi extrême que le placement de 3 enfants d'une famille de 5 unis dont les parents s'entendent bien. Alors, qu'est-ce qui a provoqué quand même ce placement? Parce que, vu de l'extérieur, monsieur tout le monde, il ne comprend plus rien. Alors, donc c'est vrai que par exemple, pour le jour du placement, ils ont aussi, là, pour moi, c'est des excuses, ils ont prétendu que l'habillement n'était pas parfait. Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses, mais je dirais que, à mon avis, le problème, c'est qu'on est dans quelque chose qui est difficilement quantifiable. Et ça, je pense, c'est un vrai problème de ce genre de procédure, c'est que c'est difficilement quantifiable. Et à mon avis, l'autre problème que ça fait rejaillir, ce sont des procédures secrètes. C'est-à-dire que si, par exemple, des journalistes, des gens qui s'intéressent aux injustices pouvaient voir ce qui se passe dans ces APEA ou dans ces tribunaux de famille, etc. Ils se diraient, oui, il y a des fois des choses... Là, c'est un point, il y a eu certains articles de l'index en dehors du patatras où on est quelques rares avocats, je crois, à dire que ces procédures, toutes les procédures d'ailleurs, devraient être filmées pour que chacun puisse voir réellement le comportement des uns et des autres lors des... Vous seriez favorable à ça? Alors absolument, puisque moi j'ai personnellement été insulté par le président de l'APEA de l'époque, qui m'a dit entre autres j'aime pas les blagueurs, ce qu'il a d'ailleurs admis au passage. Et là encore, le président Emonet dit que c'est un simple rappel qu'il faut dire la vérité. Je trouve que c'est quand même un peu douteux de dire à des parents qui sont quand même en position d'un peu de faiblesse, puisqu'on les accuse de différentes choses. On leur dit qu'on veut prendre des mesures quand même envers leurs enfants et tout, de dire j'aime pas les blagueurs. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un rappel, qu'on puisse dire que c'est juste un rappel qu'il faut dire la vérité. Je suis désolé, je pense que c'est une erreur de jugement. Donc, pour un juge, c'est une erreur de jugement. Et je pense que pour moi, ça traduit aussi vraisemblablement qu'il y a déjà un parti pris. Et puis, disons qu'à ce stade, donc on parle d'enfants de 15, 14, bon, c'est les 2 enfants qui n'ont pas été placés, les autres, ils ont 10, 11, 12. Mais le premier réflexe, après un moment, disons, même si on prend une mesure forte, c'est de dire, on va entendre les enfants. Alors, est-ce que les enfants ont été entendus? Alors, formellement, absolument pas, même pas formellement, mais pas du tout.
C'est-à-dire qu'il est vrai quand même on est en train de parler du 21 décembre 2018 oui. et aujourd'hui on est quand même en 2022, on va compter la fin de l'histoire, mais les enfants n'ont jamais été entendus. Jamais n'a été entendu. Est-ce que ces enfants-là, ils ont eu à un moment donné un avocat personnel distinct de celui des parents? Alors, je dirais que non, mais à la toute fin, ils ont eu un curateur qui avait des connaissances de droit. Oui, mais en 2022. En 2022. D'accord, mais fin 2021. D'accord, mais en 2018, non. 2019, 2020, donc ce sont des enfants sans avocat qui n'ont jamais été entendus. Exactement. Alors qu'ils ont la capacité de parler, même la dernière de 7 ans, oui. et de s'exprimer sur comment ça se passe à la maison, etc. Et jamais personne n'a voulu obtenir leur avis. Disons que si on se place de votre côté et qu'on n'entend pas les enfants, c'est qu'on craint que les enfants disent « écoutez, nous, on veut retourner chez papa et maman parce que la vie là, elle est ce qu'elle est. On n'est pas chez des gens très riches, on vit peut-être pauvrement, mais en tout cas, on est une famille unie, on n'est pas d'accord d'être placé. » On leur a même jamais demandé ça. Absolument. Jamais. Enfin, au fait, c'est vrai, mais il y a eu une volonté quand même de faire quelque chose, et je pense que même si ce n'est pas judiciairement, on peut admettre quand même, il y a eu une experte qui avait été nommée, mais comme elle n'a jamais rendu son rapport... Ah oui, mais ça c'est encore... ça m'a échappé, je n'avais pas préparé ce genre de truc, parce que oui, il y a une chose assez extraordinaire dans votre dossier, c'est qu'une experte judiciaire, là je suis désolé, mais je veux dire aux éditeurs et à vous que le mot experte, là il faut l'entendre entre guillemets, parce que pour moi on est exactement dans le contraire. Mais enfin, une personne que l'on désigne sous le mot d'experte a été désignée pour faire un rapport, etc. Et on va dire, bon, il y a eu à un moment donné la problématique du Covid et tout ce qu'on veut, mais ça a quand même duré à peu près 18 mois, et on s'est retrouvé après ces 18 mois sans rapport d'expertise, c'est-à-dire qu'elle a refusé de donner son rapport d'expertise. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu ce rapport d'expertise selon votre compréhension des choses? Alors moi, c'est vrai qu'à la toute fin, après la dernière rencontre, parce que pour moi c'était la dernière rencontre, j'ai été surpris de ne pas avoir de nouvelles pendant longtemps. Je me suis dit, ben, elle prend du temps pour conclure son rapport, et puis surtout, j'avais pas envie de la contacter parce que j'avais peur qu'on l'interprète comme une volonté de ma part de faire pression sur l'experte. Donc je me suis dit, fais attention, et j'avoue que là, étonnamment, je me suis retourné vers... D'ailleurs, là, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent que cette même experte dans d'autres procédures a utilisé le fait que les parents l'avaient recontacté pour dire « il y a une pression sur moi, je ne veux plus rendre mon rapport ». Donc vous vouliez éviter ça et vous avez fait exactement le contraire pour ne pas avoir à subir ce reproche. Et quand même, il n'y a pas eu de rapport. C'est ça, tout simplement. C'est-à-dire que c'est à son initiative qu'on s'est rencontrés la dernière fois, parce que je trouvais c'est normal, c'était l'experte, c'était elle qui était entre autres, j'estime, presque maître des rencontres. Donc, ça ne me posait pas de problème, mais c'était à son initiative la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Bien sûr, on acceptait toujours de la rencontrer. Alors, je ne dis pas qu'une fois ou l'autre, on n'a pas discuté, on dit « ah là, ça te tombe mal », mais enfin, vraiment, on est très, très disponible. Et puis donc, là, elle nous dit « ben voilà, c'est bon ». Pour moi, c'était très clair que c'était la dernière fois qu'on se voyait, que peut-être elle aurait une chose à peaufiner, qu'on pourrait peut-être avoir encore un entretien téléphonique, mais pour moi, c'était clair que c'était la fin. Après, il y a quand même des mois qui passent, je suis un peu surpris, je me dis, bon, elle doit peaufiner, peut-être qu'elle est même tombée malade entre-temps, mais je ne veux surtout pas prendre contact. J'ai été tellement étonné à la fin que je n'avais pas confiance en l'OPE, mais j'ai contacté carrément l'OPE. J'ai dit, écoutez, je suis quand même un petit peu surpris, parce que je n'ai pas de nouvelles. Alors, donc l'intervenant au PE pour notre dossier a, je crois, par l'intermédiaire de la PEA, est intervenu, c'est-à-dire que l'APEA a écrit, et c'est donc sur une écriture de l'APEA, parce que c'est l'APEA qui a sollicité où en êtes-vous, et c'est là qu'elle a répondu qu'elle n'y aurait pas de rapport. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est quand même un petit peu problématique, dans la mesure où ça veut dire qu'elle avait quand même pris sa décision avant, et que donc il a fallu la solliciter pour qu'on sache même qu'elle ne rendrait pas de rapport. Mais comment vous expliquez cette situation? Parce que vu du simple citoyen, vu du simple avocat que je suis, et j'ai envie de n'importe qui d'âme sur cette terre, quand quelqu'un est chargé d'une mission par une autorité, elle arrive, et surtout que cette mission-là consistait à savoir ce qu'il y avait lieu de faire pour ces enfants qui avaient été enlevés quelques jours avant Noël des parents. Alors moi je pense qu'il y a plusieurs explications. Alors une des explications possibles étonnamment, c'est qu'elle a presque voulu nous rendre service.
C'est-à-dire qu'il y a eu des pressions très fortes pour qu'elle donne un rapport négatif. Et c'est une théorie, hein, parce que j'ai aucun indice alors dans un sens ou dans l'autre. Mais une des théories possibles, à mon avis, c'est vraiment qu'il y a eu des pressions très fortes pour qu'elle rende un rapport négatif. Et ne voulant pas se mettre trop mal avec ceux qui l'avaient missionné, elle préfère ne pas rendre de rapport plutôt qu'un rapport très négatif, parce que malgré tout, elle pense que c'est pas bien de nous enfoncer. Donc ça, c'est une théorie qui est possible. Comme je dis, je n'ai pas eu le moindre contact avec elle. J'ai pas de possibilité d'avoir de preuves. Néanmoins, je le sais quand même, par entre autres le docteur Tavelli, qui avait eu, lui, des contacts avec elle. Elle avait quand même cette idée d'abandonner le dossier depuis de nombreux mois. Et il l'a d'ailleurs dit dans un mail. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une trace écrite à quel moment déjà elle avait des soupçons sur le fait qu'elle désirait quitter le dossier. Et elle lui disait entre autres qu'elle avait conscience que ce placement avait causé de gros dégâts. Donc je veux dire quand même, donc à mon avis, elle avait parfaitement conscience que le placement a été nocif. Le curieux de l'histoire, c'est qu'on est en mesure provisoire, naturellement, puisqu'on prend une mesure provisoire en décembre 2018. Maintenant, nous sommes en 2022 et il y a des mesures définitives qui ont été prises. Racontez-nous en quelque sorte la fin de l'histoire. Donc, nous sommes revenus avec mon épouse, hein, puisque les enfants étaient toujours placés, enfin, les trois cadets. Notre fils, il faut le reconnaître, a décidé, parce que pour son avenir professionnel et autres, de rester sur le Valais, mais entre-temps, il était majeur. Donc, nous sommes revenus sur Vaud avec notre fille aînée, la seule qui restait donc, sous notre autorité directe. Et donc, on a demandé immédiatement le transfert de fonds. Donc, pour expliquer aux gens, le transfert de fonds, c'est-à-dire que vous demandez en tant que parent des mineurs que l'autorité de votre nouveau domicile dans le canton de Vaud puisse se charger de la situation. Voilà, exactement. Je rappellerai d'ailleurs à ce sujet quand même qu'on n'a jamais été, on ne nous a jamais retiré l'autorité parentale et que donc le domicile automatique des enfants est celui des parents. Même s'ils habitent ailleurs, leur domicile était donc déjà, dès l'instant où on a quitté le Valais, leur domicile était sur le canton de Vaud. Je précise aussi que pour la COPMA, hein, qui le précise, donc l'autorité faîtière de toutes les APEA du pays, hein, et pas du canton, un transfert de force devrait être fait dans les 3 mois. Hein, donc, mais c'est vrai que là, je le dis aussi, les autorités judiciaires, je pense que c'est comme un avis qui devrait compter, hein, celui de la COPMA. Eh bien, je remarque quand même que les autorités judiciaires se sont assises sur ce principe d'une façon incroyable. Donc là, je parle des autorités judiciaires valaisannes. Mais je pense que c'est incroyable que ce dénouement, finalement, soit quand même arrivé avec ce changement de domicile. Parce que, effectivement, suite à cela, on a donc eu droit à une enquête sur Vaud, qui ne pouvait pas être menée. Au passage, je constate que l'APEA avait demandé à un fonctionnaire valaisan de faire l'enquête. Et je m'étais insurgé en disant, mais attendez, comment est-ce que vous pouvez demander à un fonctionnaire valaisan de faire une enquête sur Vaud sans même demander une aide intercantonale? Parce que, évidemment, c'est possible, hein, mais il faut au moins demander, en tant qu'invité, dire, écoutez, on aimerait faire une enquête, est-ce que vous nous autorisez? Et bien sûr, l'APEA, dans une presque toute puissance complètement démentielle, pense qu'elle peut, probablement sur le canton de Vaud, mais même dans un autre pays, pourquoi pas même en Corée du Nord, hein, elle peut bien discuter avec Kim Jong-un, il n'y a pas de souci, elle pourrait faire une enquête n'importe où. Et donc là, quand même, mais là, il faut quand même reconnaître que l'OPE n'a pas osé, donc a demandé à la DGEJ de faire l'enquête, ce qui a été fait. Donc l'enquête a clairement établi que les enfants n'étaient pas en danger chez nous, et que donc il y avait lieu qu'ils puissent rentrer. Et effectivement, c'est la décision qui finalement a été prise ici en Valais. Je note d'ailleurs que ça aurait été ridicule de prendre une autre décision, pas seulement parce que le rapport le disait, mais parce que sur la base de ce rapport, alors que et clairement
le transfert de force ne pouvait pas être indéfiniment reporté, il est clair qu'avec un rapport de la DGEJ, donc l'équivalent de l'OPE en Vaud, il n'était pas possible qu'un juge vaudois refuse. Et là, ça aurait créé une disparité encore plus considérable. C'est-à-dire que les gens auraient dit, mais enfin, comment c'est possible? C'est-à-dire que l'autorité valaisanne refuse sur la base d'un rapport vaudois, et sur la base de ce même rapport vaudois, un juge vaudois, évidemment, c'est quand même assez cohérent, va dire, eh bien écoutez, évidemment, je rends les enfants. Donc, je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut se baser pour dire, je ne crois pas une seconde à l'honnêteté de la PEA, même quand ils nous rendent les enfants. Donc en fait, on voit des enfants qui sont retirés de leurs parents le 21 décembre 2018, parce que la durée, c'est très important. Il faut bien, on n'est pas en train de parler de 3 ou 4 mois, on est en train de parler de 3 ans et demi. Hein. Oui. Donc le 21 décembre 2018, on retire, on est en mesure provisoire, et quand à la fin, on doit prendre une décision définitive, parce que c'est ça que les gens ils doivent retenir, la décision définitive, c'est qu'il n'y a aucun motif de placer les enfants. Et puis, à ce moment-là, il y a quelque chose de curieux qui arrive, c'est que l'autorité valaisanne décide de demander à l'autorité vaudoise de se saisir de la situation et de prévoir une mesure plus douce. Alors, que s'est-il passé? Alors, donc, effectivement, c'est même indiqué en toutes lettres, hein, c'est-à-dire qu'elle demande, elle dit, c'est même précisé par la PEA que c'est la nouvelle autorité qui sera en charge de nommer. Il ne dit pas, vous pouvez, il sera en charge de nommer le curateur. Ça veut dire que dans l'esprit de l'autorité valaisanne qui ne veut pas se déjuger, on va en quelque sorte donner un conseil très fort à l'autorité vaudoise en disant « Ah, mais cette famille-là a besoin d'un curateur et donc on va lui donner un curateur. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de nommer un curateur. » Et que fait l'autorité vaudoise? Eh bien, l'autorité vaudoise, de facto, parce que c'est vrai que je n'ai pas d'écrit, hein, refuse, puisque on n'a pas, ça fait 6 mois, hein, et même plus, hein, puisque la décision date de mai, parce que bien sûr, nous avons récupéré les enfants en juin, mais il ne faut pas oublier que la décision date de mai, et que l'autorité vaudoise a reçu ce jugement en mai. Donc ça fait déjà un bon moment, et donc nous n'avons aucune nouvelle des autorités vaudoises disant qu'il convient de prendre la moindre mesure pour protéger, entre guillemets évidemment, pour protéger notre famille. On n'ose pas penser qu'une autorité aussi sérieuse que l'autorité vaudoise aurait pu s'abstenir de prendre toute mesure en urgence. Donc très probablement cette autorité vaudoise doit se dire, mais écoutez, c'est une famille qui fonctionne bien, nous on est autonome par rapport au Valais, et on dit que la situation étant ce qu'elle est, c'est une situation familiale, on va dire, normale. Alors je pense que c'est comme ça que je le traduis évidemment, mais je pense que, et je ne vois pas d'autre traduction. Maintenant, chacun peut avoir son interprétation quand même. D'accord. Donc vous avez naturellement été approché ou amené à connaître des situations différentes. On n'est pas en train, je ne suis pas en train de dire que c'est la situation la plus terrible, mais c'est l'une, on va dire, de celles les plus illégales que j'ai eu à traiter. Hein. Parce que lorsqu'à un moment donné, on dit les enfants sont mal nourris, qu'on a des rapports médicaux qui disent le contraire et qu'on maintient la position, on doit se demander là s'il n'y a pas une sorte de malhonnêteté intellectuelle à tout le moins sur des aspects comme cela. Mais disons, à part ça, est-ce que vous pouvez penser à des cas je sais pas, je sais que vous en connaissez beaucoup, mais disons les 3 cas qui vous paraîtraient devoir être exposés là aux gens. Il y en a un qui est tout récent, hein, c'est celui de ce quasi-enlèvement qui a eu lieu en Suisse, hein, avec 2 jeunes garçons. Donc la mère est venue, entre parenthèses, se réfugier en Suisse, après une décision qu'elle trouvait défavorable en Espagne. Et puis donc le père est venu avec apparemment 2 autres personnes pour les prendre. Prendre les 2 enfants. Prendre les 2 enfants. Et là-dessus, la Suisse est extrêmement en colère, donc une plainte pénale est déposée et il y a demande donc d'extradition des 3 personnes qui auraient procédé à cet enlèvement, ce qui est d'ailleurs au passage contesté par les 3 personnes en question, mais ce n'est pas la question, donc il y a une demande d'extradition. Apparemment, la France, parce qu'ils sont passés par la France, hein, de toute façon, depuis la Suisse, c'est difficile d'atteindre directement l'Espagne, hein. Mais apparemment, la France refuse
reste cette extradition pour un motif relativement simple, qui est que, au fait, c'était simplement pour faire respecter une décision judiciaire. C'est-à-dire que espagnol, ces enfants, au moment où ils ont quitté l'Espagne, c'était évidemment le tribunal compétent. D'après les règles européennes en vigueur, dont la Suisse fait partie, on ne fait évidemment pas partie de l'Union européenne, mais on fait partie il y a un certain nombre de lois qu'on est tenu de respecter, ne serait d'ailleurs que par la Convention européenne des droits de l'homme, dont je rappelle que même la Russie en fait encore partie. Mais, eh bien, en l'occurrence, la Suisse, c'est elle qui n'a pas respecté la loi, puisque ses enfants ne devaient pas être sous la garde exclusive de leur mère. Et là, ça pose un vrai problème. C'est là qu'on voit comment le droit se cristallise parfois, c'est-à-dire qu'on a raison, et donc tout ce qui vient dire qu'on n'a pas raison, c'est mauvais. Mais là, en l'occurrence, clairement, d'un point de vue du droit strict, parce que j'exclus pas finalement que la mère ait raison, je crois qu'elle a accusé quand même qu'il y a eu des maltraitances. Moi, je ne connais pas le dossier à fond, je ne peux pas exclure que ça soit vrai. Ce que je dis simplement, c'est que d'un point de vue du droit, c'est clair que c'est la décision espagnole qui s'applique, que la Suisse l'a violée, et que donc, au fait, ce n'est pas ce père qui aurait procédé à un enlèvement éventuel, c'est la Suisse qui procède à un enlèvement puisqu'elle refuse d'appliquer une décision judiciaire qui est valable en Suisse. Là, c'est toute la différence que je fais très très souvent dans mes articles entre le droit de fond et le droit formel. Le droit matériel et le droit formel. Et le droit formel devrait être au service du droit matériel. Et quand on veut pourrir ou corrompre une situation, on va insister sur des éléments formels sans prendre en considération les effets matériels du droit qu'on applique. Et là, je crois que vous avez pris un cas. Est-ce que vous auriez une deuxième situation qui vous vient à l'esprit? Alors, je vais quand même encore un instant faire une toute petite ellipse par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que l'État aussi peut se rendre coupable d'enlèvement, comme en 1980, mais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, c'est clairement aujourd'hui la Suisse qui ne respecte pas le droit. On pourrait dire, dans votre cas, dès l'instant où les règles de droit formelles sont matériellement pas appliquées ou l'inverse, et à ce moment-là, qui aurait eu peut-être un abus d'autorité, etc., on peut aussi parler d'enlèvement d'enfants strict à l'intérieur d'un pays, pas simplement entre deux pays voisins. Bien sûr, c'est ça. Je suis totalement d'accord, mais je dirais que globalement, et c'est vrai que c'est terrible, et je suis totalement d'accord avec vous par rapport au fait que c'est le droit formel doit être au service du fond, et évidemment pas le contraire, mais dans notre affaire, ce qui est terrible, c'est que le droit formel, d'une façon générale, a été en façade, mais a été plus ou moins respecté. D'ailleurs, une fois, entre autres, par exemple, vous vous souvenez certainement de ce rebondissement, le droit d'être entendu n'a pas été respecté. Et le tribunal cantonal a dit, écoutez, ça ne va pas du tout, donc vous devez reprendre une décision. Et ça n'a servi à strictement à rien, puisque quelques mois après, donc en fait on n'a fait que de perdre du temps, quelques mois après, la décision était strictement identique, on peut dire dans les mêmes termes. Et donc je veux dire, mais effectivement, et ça, alors vous avez totalement raison. D'ailleurs, ce qui provoque un autre recours, puisque c'est des histoires formelles. Je veux dire là, c'est, je pense, une responsabilité commune de nous autres juristes, d'une application vraiment procédurale et vraiment abusive de la loi. Oui, alors parler d'une deuxième situation. Alors une deuxième situation. Moi, je pense par exemple au cas B. C'est une affaire qui est hallucinante. Je veux dire. L'autorité vaudoise, pour donner un exemple, alors attention, je tiens à préciser que bien sûr je suis d'origine vaudoise et que je n'ai aucun a priori négatif concernant les Valaisans, dans le sens que sur certains plans, le Valais peut même être en avance sur Vaud, donc moi j'ai pas de problème avec ça, mais simplement, donc l'autorité vaudoise avait quand même pris une décision dans ce cas-là, que le père devait être tenu à distance, ce qui est très rare en Suisse, la loi le prévoit, c'est possible, mais je vais dire, des mesures d'éloignement, comme on le voit dans les séries américaines, c'est quand même très rarement prononcé en Suisse. Et dans cette affaire-là, en l'occurrence, ça avait été fait. Et en Suisse, et sur Valais, pardon. Il faut quand même dire que là, on parle de cas très graves, puisque c'est, et on en reparlera encore l'année prochaine, on va faire une surprise, mais
vous voulez, c'est des cas d'inceste très graves. Hein. Absolument. C'était des mesures d'éloignement, c'est pas pour des petites violences, des tapes sur les fesses ou des trucs comme ça. C'était vraiment des éléments très importants qui avaient conduit l'autorité vaudoise à rendre des mesures d'éloignement du père par rapport aux enfants. Exactement. Et donc, en l'occurrence, en Valais, et ça paraît complètement incroyable quand on entend ce que je viens de vous dire, le père a eu un droit de visite. Et quand je dis un droit de visite, c'est-à-dire qu'il pouvait les recevoir chez lui. Hein. Donc, et c'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on peut passer? C'est même plus un grand écart là. C'est incompréhensible que des gens qui ont pour vocation, enfin qui devraient en tout cas avoir pour vocation de défendre les enfants, puissent arriver à des décisions aussi diamétralement opposées. Et pour moi, c'est qu'il y a un grave dysfonctionnement. Et d'ailleurs, là, je vais vous surprendre dans l'autre sens, bien sûr. Maintenant, je trouve même que la suite a prouvé, là en l'occurrence, que les faits étaient avérés, c'est-à-dire qu'il y avait des choses extrêmement graves venant du père. Mais au-delà de ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que même si, par exemple, l'autorité vaudoise s'était complètement trompée, qu'on puisse arriver à quelque chose d'aussi diamétralement opposé, c'est qu'il y a de toute façon quelque chose qui dysfonctionne très gravement. Parce que dans la situation du cas de Madame B, on a même un père qui aujourd'hui est en fuite, mais en fuite pénale, hein, pour ne pas avoir à répondre d'actes, on va dire, éminemment criminels, qui avaient été pendant longtemps niés par les autorités de protection de l'enfance du canton du Valais. Absolument. Je rappelle d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui presque, c'est tragique hein, ce que je vais dire, mais presque qui m'amuse, puisque je rappellerai quand même qu'à ce sujet, la personne en Suisse qui a lancé l'initiative qui a conduit à l'imprescriptibilité de ce type de crime, qui est d'ailleurs une valaisanne, m'avait demandé de faire partie de son comité référendaire. Et je trouve que là aussi, c'est presque un grand écart entre presque ce que je représente là quelque part et ce que représenterait l'OPE. Je précise d'ailleurs à ce sujet que pour moi l'OPE a là aussi une très grave responsabilité, puisque je rappellerai quand même que par exemple dans l'affaire du policier pédophile de Sion. Ah ça, bon, là, oui. Ça, c'est le troisième cas. Oui, voilà. Oui, j'ai fait la transition tout seul, pardon maître. Oui, donc eh bien, il y a une responsabilité directe hein, de l'OPE, puisque cet individu était famille d'accueil pour l'OPE. À la limite qu'il soit passé sous les radars de bonne foi de la part de l'OPE, personnellement, je vais vous surprendre, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose à avoir quelque chose de vraiment très très pervers là-dedans, que l'OPE s'est dit chouette, on a trouvé quelqu'un de vraiment salace pour s'occuper des enfants. Non, ça je ne pense pas. Mais en revanche, à partir du moment où il y a eu des gros soupçons, d'abord ils ont écrit des petites lettres extrêmement gentilles, ce que je trouve incroyable, du genre « Ah mais il faut arrêter de dormir avec les enfants », des choses comme ça, ce que je trouve absolument démentiel. Mais admettons que au début, en tout cas, ils aient été un petit peu presque trop gentils parce qu'ils ont... Voilà. Mais quand les faits sont devenus vraiment graves, en tant qu'entraîneur, il a été clairement accusé de choses vraiment gravissimes, eh bien, l'OPE, qu'est-ce qu'a fait l'OPE par rapport aux enfants qu'il a gardés pour le compte de l'OPE? Eh bien, il ne faut surtout pas ouvrir d'enquête. C'est-à-dire qu'il faut tourner la page. Je rappelle que la loi... Donc, c'est des propos qui viennent... du chef de l'OPE de l'époque, c'est-à-dire du chef de la jeunesse actuelle du Valais. Hein, donc, M. Christian Manchen. Et je pense que c'est incroyable de tenir de tels propos. Je rappelle quand même la loi à ce sujet. Hein. Elle est très simple, c'est-à-dire que toute personne qui, au travers d'un mandat officiel hein, professionnel, école, santé, etc., psychologue, a connaissance de faits qui pourraient conduire à dénoncer des faits de qu'il puisse y avoir une maltraitance envers des enfants, est tenu de le dénoncer. Alors, c'est quand même absurde, et de le dénoncer, il faut savoir à qui. En l'occurrence, éventuellement à la PEA ou à l'OPE. Et là, on est dans quelque chose d'incroyable, puisque l'OPE, elle, se dit, ah ben nous, on est au-dessus de ça. Donc, c'est-à-dire que si c'est pour un cas qui pourrait nous concerner, parce qu'on a recommandé cette personne, là, il ne convient surtout pas d'ouvrir d'enquête. Donc, et ça, je trouve que c'est hallucinant. Moi, je vais même aller très loin, et ça, je vous le dis, parce que moi, nous, on a eu quand même un cas sur Vaud qu'on appelait le cas Rouillé. Et en l'occurrence, il y a eu quelques manquements, ça il faut bien le reconnaître.
Bon, le père aussi, là, avait commis des actes gravissimes, hein, mais l'autorité, donc là, à l'époque, ça ne s'appelait pas la DGJ, mais le SPJ, avait effectivement sous-estimé la gravité de ce qui se passe. Et ça, il faut le reconnaître, c'est la vérité, ils avaient sous-estimé. Mais il y avait un certain nombre d'indices pourtant. Hein. Eh bien, ça a conduit à une refonte du service. Mais que l'OPE, qui a, dans le fond, s'est trompé, parce que là, c'est clair, pour moi, c'est trompé sur la qualité d'un individu, mais qui beaucoup plus gravement dit, eh bien, on ne va surtout pas ouvrir d'enquête, là, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Et là-dessus... En fait, ce que vous manifestez là de manière très claire, c'est un conflit d'intérêts massif entre l'OPE qui choisit un père comme fameux... non, même pas un père, justement. Non, qui choisit un père de substitution. Disons, qui choisit une personne comme famille d'accueil, qui se trompe sur la qualité de cette personne et qui ensuite se dit « Ah, mais on s'est trompé, mais c'est pas grave, on oublie oui. », alors que ça devrait peut-être émaner de quelqu'un d'autre, mais en tous les cas pas de ceux qui avaient choisi cette personne comme famille d'accueil. Exactement, et puis même, je dirais que beaucoup plus sérieusement, même à titre de réparation pour les victimes, il y avait évidemment une nécessité d'enquête. C'est-à-dire que, finalement, ce qui est arrivé, mais on voit à quel point même, par exemple, je donne l'exemple même de l'Église catholique, hein, ils font des enquêtes internes pour savoir ce qui s'est passé avec certains prêtres. Et c'est clair que l'Église catholique, en tout cas quand c'est pas au Vatican, on ne peut pas décider de l'emprisonnement d'un tel ou d'un tel. Mais il y a une vraie fonction réparatrice avec ces enquêtes. Malgré tout, c'est-à-dire qu'au moins la victime est entendue dans sa souffrance et ça peut permettre, en partie en tout cas, de reconstruire la personne. Je ne dis pas que, là aussi, les lésions, à mon avis, certaines lésions sont irrémédiables, mais quoi qu'il en soit, au moins, il y a un chemin de réparation. Et là, c'est clair que l'OPE, dont ça devrait être la mission, refuse en disant « Ah ben non, de toute façon, nous, on est quand même on n'est peut-être pas coupable, on est quand même responsable, donc on ne veut surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit. » Si on revient à votre cas personnel, c'est quoi les effets, vous diriez Alors, je dirais que les effets sont, à mon avis, assez sérieux, y compris sur les enfants. Je vous donne un exemple à quel point il faudrait que la maltraitance familiale soit grave pour qu'on puisse justifier un placement. Mes enfants ont assisté à une tentative de suicide en étant au foyer. Je ne dis pas, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, hein, mais je veux dire qu'ils ont été confrontés à ça parce qu'ils ont été placés. Mais c'est un traumatisme, hein, il y avait du sang partout, etc. On parle d'une petite fille quand même, je parle de ma cadette, hein. On parle d'une petite fille, elle a vu du sang partout, elle a vu sa copine partir avec les sirènes, etc. Bon, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des enfants qui ont besoin de placement. Mais ce que je veux dire, c'est à quel point déjà, il faut mesurer à quel point la nécessité du placement devrait être impérative pour être confronté à de telles situations. Et ça, c'est une chose que les juges, même les juges, ça je dis en toute bonne foi, je pense qu'ils ne le savent même pas, ils ne se rendent pas compte. Je crois que monsieur ou madame tout le monde qui entend ces trucs de placement a à l'esprit des violences physiques, des violences sexuelles, de la maltraitance quotidienne, verbale, etc., etc. Dans votre cas, on n'est absolument pas dans ce registre-là. On est dans un champ ailleurs, un champ vraiment incroyable. D'ailleurs, mais je pense que pour moi, tout est résumé. Je pense que c'est très très intéressant et c'est pour ça que je la reprends de temps en temps, cette phrase, par le président Lemonnet, c'est-à-dire qu'il reconnaît que que le placement est disproportionné, mais qu'on aurait refusé des mesures moindres. Malheureusement pour lui, d'abord, comme je dis, il ne l'a pas motivé, hein, c'est ce point de vue comme quand on aurait refusé des mesures moindres, mais il le dit, le placement est disproportionné. Mais, et donc pour moi ça résume bien, alors je ne suis même pas d'accord avec lui sur le reste, c'est-à-dire que les autres faits qui pourraient justifier même des mesures, mais la question n'est pas là, c'est que au fait, tout est parti d'un point de vue... Par exemple, si l'absence de nourriture avait été un des éléments caractérisés, on aurait pu envoyer par exemple, à titre de mesure plus proportionnée, quelqu'un régulièrement à la maison pour voir contrôler, effectivement. Qui était sur la table. Ça, c'est une mesure. Donc ça, c'est assez facile à voir. On n'arrive pas à imaginer qu'un enfant qui reçoit un certificat médical du pédiatre
tout à fait normal, et ensuite fait des examens médicaux, biologiques, à la demande des autorités, qui le passent. Voilà, exactement, et avec des effets positifs de ces rapports, qu'ils soient tout de même placés. Si vous voulez, il y a là pour monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'on compte votre histoire, parce que vous l'avez transmis cette histoire également à tous les députés, donc vous avez parlé aux représentants du peuple. Enfin, le valet formel, le valet représentatif a été informé de l'ensemble de vos histoires avec, je crois, très peu de réactions finalement de ces gens. C'est vrai, très peu. Très peu. Mais disons, maintenant pour changer, je fais un peu un saut. On a parlé de ces tribunaux de la famille. Donc en gros, on dit les gens ne sont pas assez formés, il faudrait un tribunal professionnel. La constituante maintenant se dirige vers la voie du tribunal de la famille. Est-ce que pour vous c'est assez? Est-ce que c'est ça la panacée du mal, la panacée, etc.? Alors je dirais absolument pas. Je dirais pourquoi, et je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi je ne pense pas. J'ai entendu, hein, et je comprends son point de vue, Maître Cotagnou qui disait que à Genève, il y avait un juge professionnel, un psychiatre, etc. Je pense que ce n'est pas la panacée. Pourquoi? Parce que dans notre affaire, au début, on avait un président qui, effectivement, était un peu rude. C'est le président Siro, hein, voilà, mais il n'était pas pire, je le dis très clairement, que Maître Préti. Il n'était pas pire que donc la personne qui lui a succédé. Au passage, je pense, parce que vous l'avez déjà souligné, que même si elle n'était que la secrétaire huissier, elle était de fait déjà la présidente, au fait. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, parce qu'on parlait du tribunal de la famille, c'est qu'en fait, il y avait quelqu'un de professionnel et ça n'a quand même pas marché, c'est ça? Absolument. Donc et donc, pour moi, il faut des gens qui ont vraiment à cœur de soutenir les familles et pas de les écraser. Mais je vais aller plus loin que ça, parce que je vais vous dire, à mon avis, le tort, c'est de penser que c'est une nouvelle autorité judiciaire le problème. À mon avis, le véritable problème dans la procédure, c'est pas... Enfin, oui, bien sûr que c'est la PEA, mais étonnamment, c'est plus l'OPE. Et parce qu'en fait, l'OPE est toute puissante. Enfin, l'office, donc l'OPE est tout puissant. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il fait le travail d'enquête, il est la police, c'est lui qui est responsable après du placement, il contrôle quelque part les foyers, il est le curateur. Dans notre affaire, par exemple, c'était quelqu'un de l'OPE qui était curateur pour les enfants. Donc, je veux dire, finalement, l'OPE est tout puissant. Et ça, je pense que c'est extrêmement nocif. Moi, je pense personnellement que l'un des moyens de construire quelque chose de mieux, ça serait que l'OPE ait des pouvoirs extrêmement limités. Peut-être juste d'enquête, mais même pas de recommandation. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez faire une enquête parce qu'il faut bien que quelqu'un la fasse quand même. Et malheureusement, faute de mieux, il faut bien que ce soit un organisme d'État. Je dis faute de mieux parce que je ne dis pas que l'État fonctionne toujours très très bien. Mais faute de mieux, il faut bien que ce soit quand même un organisme d'État. Mais ensuite de quoi, je pense que même le travail de recommandation devrait être un organisme indépendant. Pourquoi pas? Alors là déjà, un tribunal de la famille ad hoc, c'est-à-dire par exemple composé, où il y aurait même, là on parle de spécialistes ou de professionnels, pourquoi pas qu'il y ait au moins 1 ou 2 personnes qui soient obligatoirement parents. C'est un exemple, je ne dis pas forcément que voilà, c'est peut-être une voie en tout cas à mon avis, et que ce soit cet organisme-là qui fasse les recommandations. Parce que aujourd'hui, je pense que le tribunal de première instance, rappelons-le quand même, est souvent un tribunal qui est pas de très grande importance. Moi, je le vois sur Vaud, c'est la justice de paix qui a le pouvoir de l'APEA. Et par exemple, en matière pécuniaire, son pouvoir, c'est quelques dizaines de milliers de francs. C'est-à-dire que la mesure la plus lourde du Code civil, à mon avis, c'est quand même le placement, pour un adulte ou même pour un enfant. Et finalement, c'est un juge qui est par ailleurs presque déconsidéré. Et je pense que c'est symptomatique, c'est-à-dire que ce juge, à qui on dit on te donne que peu de prérogatives, il peut prendre la décision la plus lourde et il a en face de lui des parents qui disent c'est catastrophique, c'est pas juste, et une DGEJ, un OPE, enfin un organisme d'État qui lui dit nous on a fait une enquête sérieuse et on vous dit que ce qu'il convient de faire, c'est de placer ses enfants. Et
en plus, je pense qu'il y a un autre problème, c'est que particulièrement en matière d'enfants, s'il arrive un drame, alors qu'il a eu le courage de dire « Ah, écoutez, moi je trouve quand même que vos doléances sont un peu faibles pour placer un enfant », s'il arrive un drame, tout le monde va tomber sur le dos de ce juge en se disant « Vous voyez bien, l'organisme qui vous avait conseillé ce placement avait totalement raison. » Et maintenant, peut-être une question un peu brusque et peut-être excessive. Est-ce qu'il y a des points positifs à cette histoire extraordinaire de votre point de vue? Alors, je dirais que pour les enfants, si je vais voir un point positif, c'est que ça les a quand même endurcis. Alors, est-ce que c'est forcément que positif? Bien sûr que non, même ça, mais ça peut aussi avoir des côtés positifs. Et pour moi, je dirais que si je devais voir un point positif pour moi, j'avais conscience que l'État pouvait des fois dysfonctionner, vraiment. J'ai eu l'occasion de travailler, entre autres, pour la révision d'un homme qui avait été condamné à une lourde peine de prison et d'autres choses. Mais donc je savais que l'État pouvait dysfonctionner, mais je ne pensais pas que ça pouvait être à ce point-là. Et c'est vrai que d'avoir été, entre parenthèses, libéré de ce dernier voile m'offre, je pense, une certaine lucidité encore plus accrue sur le... Et puis alors les points négatifs Alors je pense vraiment que ça va laisser des séquelles. Soit même pour moi, bien sûr, pour mon épouse, et pour les enfants. Et pour tous, parce que, attention, bien sûr, ça laisse des séquelles aux enfants qui ont été placés, mais également aux deux autres qui sont restés soit avec nous pour une période, puisque notre aîné est parti, entre-temps, puisqu'il est majeur et qu'il continue sa voie professionnelle en Valais, mais bien sûr, donc pour les 5 enfants, ça a eu un impact extrêmement négatif. Alors, j'ai noté une question, c'est pas la question finale, mais comment vont les enfants vraiment? Quand vous parlez avec chacun d'eux individuellement, après ces 3 ans et demi d'écart de la famille, etc., d'une famille rompue, comment ils vont individuellement? Moi, je pense qu'ils sont... C'est compliqué de répondre à cette question, mais je vais y répondre quand même assez rapidement. Ils sont déstructurés. C'est-à-dire que, c'est paradoxal, mais je pense que c'est totalement normal, c'est-à-dire que prétendument, le placement, c'est justement parce que la famille est déficiente. Et pour moi, il n'y a rien de plus déstructurant que le foyer. Et je vais vous surprendre, parce que ne croyez pas que je m'en prends en disant ça, en disant facilement, vous voyez, c'est toute la faute du foyer. En tant que foyer, la chaloupe fonctionne plutôt assez bien. Voilà. Donc, bien sûr, moi, il y a des choses que je trouve que j'aurais même mieux fait qu'eux, ça, c'est pas la question. Mais je veux dire, en tant que foyer, je dis pas, oh non, mais ils sont épouvantables, c'est des gens qui ne pensent qu'à faire du mal aux enfants. Pas du tout. Ce que je veux dire, mais c'est que, le simple fait du placement, c'est déstructurant. Et alors que c'est précisément sur ce motif, puisqu'il n'y a pas eu, comme vous l'avez révélé, vous connaissez bien sûr bien le dossier, puisque vous êtes notre avocat, il n'y a pas d'accusation de maltraitance grave, on pourrait dire que ce qui reste, c'est quoi? C'est que les parents ne sont pas assez structurants. Si on parle de maltraitance, de quelque chose de plus intangible que de la maltraitance directe, eh bien, je dis qu'il n'y a rien de plus déstructurant qu'un foyer. Et je pense vraiment, je ne dis pas ça par hasard, j'ai eu le temps de... Alors même si on vous imaginait, Tiphaine et vous-même, comme déstructurant ou déstructuré, ce que je ne crois pas une seconde, puisque je veux juste dire ici aux auditeurs que par exemple votre épouse a travaillé en remplacement de ma secrétaire ici, donc de manière avec son caractère, etc. Ce que je veux dire, si on vous imaginait déstructurant, vous diriez que le foyer l'est encore plus et que donc la mesure n'aurait pas été celle du bien-être des enfants. Absolument, parce que je pense que le regard de la famille est extrêmement important pour un enfant et que moi j'ai vu des comportements que j'ai appris après coup, parce que même l'école et le foyer me communiquaient quand même finalement pas beaucoup de choses. Ils ont fait des choses qui ne sont pas gravissimes du tout, mais qui à mon avis prouvent qu'ils voulaient faire les clowns, mais ce qui ne se serait jamais permis de faire par exemple à la maison. Par exemple, l'un de mes fils est venu à habiller en
en robe le matin à l'école. Donc il a quitté le foyer dans cette tenue, il est arrivé en robe à l'école. Alors, d'ailleurs, si cela s'était passé sous votre contrôle d'autorité, l'école aurait pu dire « Ah ben vous voyez, le papa, il permet n'importe quoi ». Bien sûr. Dans le cas du foyer, naturellement, on ne l'a pas dit. Hein. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il ne se serait pas permis de le faire en partant de la maison. Alors c'est vrai que je n'ai pas la preuve, hein, puisque ce n'est pas arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, il se permettait de faire aussi le zouave, précisément parce qu'il était en foyer. Mais on dit que le rapport à l'autorité, c'est quand même très important pour les enfants, pour structurer, oui. etc. Est-ce que là, il n'y a pas, parce que vous avez dû en parler à la famille, les enfants, ils n'ont pas compris ce qui se passait, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu cet échec de rapport à l'autorité? Est-ce que les enfants, tout d'un coup, ils ne se sont pas dit, mais nous, on ne croit plus à la loi, etc. Alors, je dirais que c'est encore présent. Moi, je pense que mes enfants vont avoir de gros problèmes. Bien sûr, ils ont envie de se soutenir. Par exemple, ils ont un rapport avec l'argent que malheureusement, hein, personnellement, alors je pense que ça peut être utile. Hein, peut-être que moi, des fois, à des moments, j'étais un peu trop branché, je dirais, sur des choses, bien sûr, intellectuelles, ça, je pense que c'est très, très important. Mais en même temps, peut-être même sur des aspects d'histoire un peu trop anciens. Et donc, finalement, et d'ailleurs, je le reconnais personnellement, j'ai commis un certain nombre de fautes qui ont conduit à la situation financière qui n'a pas été idéale dans notre famille. Et j'ai commis des erreurs, et je les reconnais. Mais en l'occurrence, je dis que ça n'a aucun rapport avec avec la façon dont j'élève mes enfants. Attention, je crois qu'il faut quand même s'opposer de manière très ferme à la capacité, disons, de rémunération d'un père de famille et à sa capacité éducative. Hein. Bien sûr, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis tout à fait prêt à me remettre en cause, et je ne dirais pas même que je suis un père idéal. D'ailleurs, je pense que ça n'existe tout simplement pas. Ce que je dis, c'est que de toute façon, le foyer, c'est déstructurant. Moi, j'ai pu voir, par rapport aussi à d'autres enfants, puisque j'en ai croisé quand même de nombreux qui ont été en foyer, quand on voit même malheureusement le rapport du nombre de suicides qu'il y a en foyer. Alors, on pourra me dire, oui, mais en fait, ce sont des enfants qui sont déjà blessés, parce que je vois déjà l'excuse de l'autorité, c'est-à-dire les enfants qu'on place sont des enfants qui sont déjà blessés par la vie. C'est sûr pour un certain nombre d'entre eux, mais je pense quand même qu'il y a un nombre de suicides qui est dramatique. Et puis, par exemple, les deux premiers facteurs en Suisse pour finir SDF, c'est le divorce, et le deuxième, qui est beaucoup plus méconnu, c'est d'être passé par un foyer. Et je pense que ça aussi, c'est totalement significatif. Alors, bien sûr, là aussi, je vois ce que va dire l'autorité. Ils vont dire, mais écoutez, oui, c'est pas faux, mais vous comprenez bien que ça vient de leur milieu socio-économique. Ce sont des enfants déjà défavorisés, que finalement, ils finissent SDF, ça n'a rien de très, très surprenant. Mais je pense quand même qu'on sous-estime totalement l'impact extrêmement nocif qu'a un placement au-delà de la façon dont fonctionne le foyer. Vous avez remarqué, et je le maintiens, c'est pas du tout que le foyer dans lequel ils ont été placés n'était absolument pas catastrophique. Mais c'est inhérent même au placement. Ça n'a rien à voir avec la qualité du foyer. Puis il y a une décision personnelle que vous avez prise, je crois. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que je sais. C'est que vous avez décidé personnellement de déposer une dénonciation pénale, on va dire contre l'ensemble, on ne veut pas énumérer, contre les personnes que vous estimez être responsables de ce dysfonctionnement massif. Moi, j'ai envie de vous dire, mais vous connaissez un peu la maniclette procédurale, etc. À quoi ça sert? Finalement, ça ne sert à rien du tout. Alors, je pense qu'effectivement, d'un stricto sensu, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Dans le sens que, effectivement, et là aussi, je le dis quand même, on dit que le ministère public central, hein, je reprends les termes de Maître Cotagnou, est éminemment politisé, et parce que je rappelle quand même que c'est surprenant, hein, ma plainte a été directement traitée, alors que je ne l'avais même pas envoyée au ministère central, hein, a été directement traitée par le ministère central, et pour être plus précis, par le procureur général. D'ailleurs, je précise que ma plainte, il y a de nombreux mois qu'elle a été déposée, et aucun acte de procédure n'a été entrepris alors qu'elle a été déclarée recevable.
Hein, donc, de toute façon, après de nombreux mois, on pourrait s'imaginer que si elle avait été irrecevable, elle aurait été déclarée irrecevable. Mais, donc, déjà, ça pose un problème. On est déjà, à mon avis, clairement dans le déni de justice. Mais, évidemment, je vois très bien, gros comme une maison, ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va me dire, bah, écoutez, il y a prescription. Mais, je dirais que c'est pas que ça. Bon, c'est pas que... Moi, j'estime qu'on ne fait pas une procédure que pour la façon dont elle va aboutir. J'estime qu'on fait une procédure parce qu'aussi on croit que c'est juste. Dans le sens que il faut aussi, et ce sont des toutes petites briques, il faut faire avancer la justice. Et que si on croit que ce qu'on fait est juste, il faut le faire quand même. Même si effectivement, comme vous dites, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Et puis, je dirais que malheureusement... Non mais alors là, je vous ai bien entendu, moi je crois au contraire que ça a du sens, comme vous l'exprimez. Parce que si on pense que procéduralement ça n'a pas du sens, mais que matériellement, c'est-à-dire au niveau de l'équité du droit matériel, la justice c'est juste, donc il faut le faire. Oui, et puis je dirais en plus quand même une autre chose, pour moi, c'est le pendant de ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu iniquité par le placement, le fait qu'une plainte qui n'est pas déclarée irrecevable ne soit pas traitée, que l'on va arriver à la prescription, etc., pour moi, c'est le pendant, c'est-à-dire que ça correspond exactement au même schéma, c'est-à-dire qu'il y a iniquité, on ne rend pas justice. Et quelque part, ben, tant qu'à faire, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du processus et puis presque faire rééquilibrer la balance. Ça reste toujours de l'iniquité, hein, donc dans les deux cas, mais eh bien, il y a eu iniquité pour le placement, il y a iniquité pour le traitement de la plainte pénale contre les personnes qui ont causé ce placement. Alors la dernière question usuelle que je pose aux invités, parce que naturellement on pourrait continuer pendant longtemps, et puis peut-être que je prendrai des intervenants dans d'autres domaines pour parler de la protection de l'enfance que l'index a beaucoup traité, ça serait de vous demander 3 livres qui vous ont marqué ou que vous pouvez conseiller aux auditeurs, naturellement pas spécialement dans le champ de la protection de l'enfance, dans tous les vents, je dirais. Alors écoutez, je vais vous étonner. D'abord, c'est un livre que malheureusement, c'est presque un peu bateau parce que c'est peut-être le roman le plus connu de la langue française. Allons-y, allons-y. Mais il m'intéresse beaucoup. Lequel ? Parce que c'est le Comte de Monte Cristo. Il m'a beaucoup aidé pendant ce qui nous arrivait. Voilà. Je précise que je n'étais pas prêt à en arriver aux mêmes extrémités que le Comte de Monte Cristo. Mais alors, il m'a quand même aidé. Alors c'est évidemment un grand classique, un extraordinaire livre de Dumas qu'il faut lire et relire, c'est fantastique. Voilà. Et ensuite, le deuxième ? Alors le deuxième, je pense qu'aujourd'hui, il est utile de retourner à certaines sources, y compris de notre culture européenne, hein, tout en restant ouvert bien sûr à toutes les cultures. Et je conseillerais Oedipe roi de Sophocle. Et enfin, et là, on va dire c'est un clin d'œil, mais j'ai trouvé que c'était extraordinairement intéressant parce que j'avais lu le premier ouvrage et je trouve que on peut éventuellement à certains moments reconnaître la plume, mais aussi surprenant que ça puisse vous paraître, j'avais trouvé que la lecture du premier livre, je suis un peu mystérieux exprès, hein, la lecture du premier livre avait été m'avait presque fait de la peine en étant extrêmement intéressant comme livre parce que j'avais envie de la voir comme une personne rayonnante et puis ce livre m'avait quand même plongé dans quelque chose de finalement assez noir, hein, assez dur qu'elle avait vécu. Et puis le deuxième livre m'a vraiment fait du plaisir, donc je recommanderais à tous ceux qui voient cette vidéo de lire Si vite que courent les crocodiles. Voilà. Mais alors, je crois que Béatrice Riant, mon épouse, sera très contente de ça. Puis effectivement, je veux dire, on a le droit de dire du bien des gens qu'on aime aussi. Et je dirais que quand on est attaché à la langue française, à la littérature, on voit là quelqu'un qui a une maîtrise des mots, disons, qui nous est supérieur et qui dit quelque chose du réel. Et en plus, ça rejoint un peu, sans savoir ce dont on a parlé, parce que je pense que ça parle aussi à des adolescents qui, à un moment donné, sont en période de recherche de soi et de l'autre. Écoutez, monsieur Pierre Hubert Fournereau, merci. Merci à vous.
Et puis, vraiment tout de bon, encore une fois, pour l'index, pour la suite, parce que c'est... Alors là, je profite pour dire que l'index a aussi besoin de dons, il y a des coûts. Vous avez vu, la dernière fois, on a parlé des hackers. Et puis, j'espère que vous transmettrez cette vidéo. Je donne un grand salut, notamment à Jamal, qui suit la protection de l'enfance sur son site Facebook, qui suit les jurisprudences. Et comme avec M. Forneroux, il y a des gens qui ont été confrontés à la protection de l'enfance et qui sont aujourd'hui un tout petit peu encore plus spécialistes que les avocats. Ils suivent plus les jurisprudences et ils nous donnent très souvent des leçons de droit, même au niveau international. Alors, encore merci pour ce moment, Pierre Hubert, et à une prochaine.